Je vais parler de la reconstruction arthroscopique du ligament croisé postérieur. La rupture du ligament croisé postérieur est rare et la prise en charge de cette lésion reste un sujet de controverse. Traditionnellement, la rupture isolée du ligament croisé postérieur était traitée conservativement avec des résultats acceptables. Mais 26% des cas gardent une instabilité avec gêne fonctionnelle. Le traitement chirurgical est indiqué surtout après l'échec du traitement conservateur. Par contre, ce traitement est réputé être difficile avec des résultats imprévisibles et parfois décevants. Lorsque la chirurgie est indiquée, plusieurs questions s'imposent. Quelle technique choisir? Quelle greffe et fixation utiliser? Et combien de faisceaux reconstruire? La Société française d'arthroscopie en 2004 a plaidé pour une reconstruction arthroscopique monofaisceau avec double fixation tibiale, quel que soit le type de greffe. Cela a été confirmé par d'autres équipes qui n'ont pas trouvé de différence entre les reconstructions double ou monofaisceau. De notre part, depuis mars 2005, nous avons adopté une technique arthroscopique monofaisceau et nous avons réalisé entre 2005 et 2008 50 reconstructions de LCP, dont 21 étaient isolées. Il fallait donc évaluer les résultats de cette série pour s'assurer de la validité de notre choix. Je vous présenterai tout d'abord la technique chirurgicale et ensuite les résultats de notre série. Concernant la technique chirurgicale, l'installation est classique. Un amplificateur de brillance est exigé. Le matériel est sans particularité à part un viseur tibial spécial. Et une troisième voie d'abord arthroscopique rétroligamentaire est nécessaire. Comme greffe, nous avons choisi le tendon quadricipital qui nous paraît adapté en assurant un greffon solide, assez long et large, permettant un passage rétrograde aisé et une bonne fixation os-os sur le tibia. La préparation de l'installation tibiale du ligament croisé postérieur se fait par voie rétroligamentaire qui nous paraît obligatoire pour accéder à la surface rétrospinale et pour nettoyer le tissu cicatriciel. Une canule arthroscopique est mise en place, à travers laquelle on fait passer le couteau shaver et une sonde de radiofréquence pour réaliser la résection du tissu cicatriciel restant sous contrôle direct. Après la préparation de la surface rétrospinale, l'extrémité du viseur tibial est introduite par voie antéromédiale et positionnée sur la pente postérieure sous double contrôle arthroscopique et radiologique. En gardant le viseur en place, un tunnel tibial à double diamètre est réalisé, et cela afin de permettre un autoverrouillage du bloc osseux du greffon. On termine toujours, bien sûr, par un contrôle radioscopique. Le tunnel fémoral est réalisé à l'aide d'un guide de dehors en dedans placé au niveau de l'empreinte de l'insertion du faisceau antérolatéral. Après réalisation des tunnels osseux, la greffe est passée du tibia vers le fémur sous contrôle arthroscopique direct. La fixation tibiale est renforcée par une vis d'interférence résorbable, puis la greffe est tendue par translation tibiale antérieure maximale en gardant le genou fléchi entre 70 et 90 degrés. Puis on procède pour la fixation fémorale en utilisant une vis d'interférence résorbable. Nous réalisons toujours une double fixation fémorale en nouant le fil de traction autour d'une vis corticale. En
post-opératoire, le genou est immobilisé dans une intervention et les patients subissent le même protocole de rééducation que nous avons publié récemment. 21 patients opérés par cette technique ont été évalués en pré- et post-opératoire en utilisant une fiche IKDC, un score de Lichon et de Tellner. La laxité différentielle était mesurée radiologiquement sur les télos. Le recul moyen était de 29 mois. La population est sans particularité. Le délai accident-chirurgie était de 28 mois et les accidents de sport étaient la cause majeure des ruptures. Pour le niveau d'activité, nous avons trouvé que 80% des patients ont pu reprendre le même niveau qu'ils avaient avant l'accident. 70% des patients considéraient leur genou normal ou quasi normal à la dernière évaluation, avec une amélioration significative des scores subjectifs. À l'évaluation objective post-opératoire, 80% des patients étaient classés A et B, alors que tous étaient classés C et D en préopératoire. Le tiroir postérieur au télos est passé de 12 avant la chirurgie à peu près 4 au dernier contrôle, avec un gain significatif. Enfin, nous n'avons pas noté de complications inhabituelles dans notre série. Par rapport à la littérature, peu d'articles sont consacrés au traitement des ruptures isolées, le LCP. Contrairement à notre étude, la plupart des séries étaient souvent hétérogènes. En conclusion, nous avons trouvé 7 techniques reproductibles pouvant restaurer de manière fiable la stabilité et la fonction de genou. D'autre part, le double contrôle radiologique et arthroscopique nous a aidé à éviter les graves complications vasculo-nerveuses sans passer par l'arthrotomie. Cela nous a encouragés à pousser parfois nos indications chirurgicales et à proposer dans certains cas des reconstructions plus précoces sans attendre l'échec du traitement conservateur. Je vous remercie pour votre attention.